Alors que l'humanité s'aventure davantage dans l'exploration cosmique, elle découvre une multitude d'exoplanètes qui défient nos conceptions terrestres de ce qu'une planète devrait être. Des géantes gazeuses, plongées dans une obscurité absolue au monde fracturé par l'emprise gravitationnelle de leur étoile, ces lieux fascinants offrent un aperçu saisissant des environnements extrêmes et variés qui peuplent l'univers. Cet exposé explore certains des mondes les plus énigmatiques, hostiles et singuliers jamais identifiés par l'homme. Troès 2b, niché dans les profondeurs obscures de l'univers, Troès 2b est un monde où règne une obscurité insondable. Oubliez tout ciel parsemé d'étoiles ou tout clair de lune, même le plus pâle. Ici, c'est un véritable abîme. Cette géante gazeuse, plus volumineuse que Jupiter d'une fois et demie, possède la capacité stupéfiante d'absorber la lumière avec une efficacité supérieure à celle du charbon. C'est un véritable cimetière pour les photons. Son atmosphère, brûlante et oppressante, peut parfois arborer une teinte rougeâtre, comme un rubis sombre, résultat d'un air chauffé à des températures proches de la lave. Cette planète remet en question notre compréhension même du concept de ciel étoilé. 55 Cancri E, au sein du système 55 Cancri, un monde infernal se consume dans une orbite terriblement rapprochée de son étoile. La planète 55 Cancri E subit une chaleur si écrasante qu'une face entière est recouverte d'un océan en fusion, un magma liquide en ébullition perpétuelle. Imaginez une moitié de la planète plongée dans des flammes sans fin, tandis que l'autre demeure un désert glacial, figé dans une obscurité constante. Entre ces deux extrêmes se dessine une mince bande de crépuscule éternel, où la lumière et l'ombre s'équilibrent dans une tension constante. Ce contraste dramatique forge un paysage à la fois déconcertant et désolé. HD 18733b. À première vue, HD 18733b pourrait passer pour la carte postale d'un monde océanique extraterrestre. Ces nuances de bleu et de blanc, tourbillonnant en motifs élégants, évoquent une beauté apaisante. Mais cette apparence est cruellement trompeuse. Ces teintes proviennent de particules de silicate en suspension, dans une atmosphère tumultueuse, donnant lieu à un phénomène unique, des pluies de verre. Oui, des fragments de verre tranchants qui s'abattent à des vitesses dépassant les 8700 km/h, balayés par des vents terrifiants. Aucun objet ne pourrait résister à cette tempête destructrice. PSR B1257+12. Imaginez un lieu où la matière elle-même est mise en pièces. C'est le sort des planètes situées dans ce système dominé par un pulsar. Ces étoiles mourantes, vestiges d'explosions stellaires, émettent d'intenses pulsations électromagnétiques capables de désintégrer les planètes environnantes. La destruction opère au niveau atomique, condamnant ces mondes à disparaître lentement dans le vide glacial du cosmos, dissous par les forces implacables de leur environnement. Kepler 70b. Autrefois, Kepler 70b aurait pu ressembler à une géante gazeuse semblable à Jupiter, entourée d'une atmosphère dense et massive. Mais son étoile-mère a traversé une phase cataclysmique, s'étendant pour devenir une géante rouge qui a fini par engloutir la planète. Désormais, Kepler 70b n'est plus qu'un rocher incandescent, où les températures dépassent celles de la surface du Soleil. Sous l'effet de cette chaleur extrême, la planète s'évapore progressivement, condamnée à une lente disparition. WASP-12b. Le terme de tragédie semble parfaitement décrire le sort de WASP-12b. Déformée par la force gravitationnelle de son immense étoile-mère, la planète adopte une silhouette ovoïde. Tandis qu'elle se rapproche inexorablement, l'attraction gravitationnelle s'intensifie, rendant sa chute inévitable. Sur l'échelle du temps cosmique, WASP-12b est déjà en phase terminale, promise à une destruction imminente. Gliese 436b. Imaginez un monde si paradoxal qu'il défie toute logique. Gliese 436b combine des conditions contradictoires. Elle est à la fois brûlante et glacée. Malgré des températures infernales, la glace présente en surface demeure intacte, maintenue solide par l'écrasante gravité de la planète. Ce phénomène crée un spectacle unique, de la glace qui brûle éternellement. Vénus, notre planète voisine, est un véritable enfer à l'atmosphère toxique, aux pluies corrosives d'acide sulfurique, et dont les températures surpassent celles de Mercure. Ces conditions en font un véritable reflet sombre de notre planète. Dimidium est une autre planète inhospitalière, en rotation synchrone avec son étoile. Un côté est brûlé par des températures dépassant 1000 degrés.
tandis que des vents soufflant à 1000 km/h balaient sa surface. Cette géante gazeuse subit même des pluies de fer en fusion. Notre univers regorge de choses à la fois fascinantes et terrifiantes. Tu connais déjà les quasars, les trous noirs, la matière noire, tout ça, mais as-tu déjà entendu parler des horreurs de l'espace ? Ça te dirait de visiter les mondes les plus bizarres du cosmos ? Ce n'est pas moi qui ai fait cette liste, mais la NASA elle-même. Bienvenue dans la galaxie des horreurs, l'impressionnante collection horrifique de la NASA. Accompagne-moi à la découverte de quelques-unes de ces planètes et dis-moi ensuite laquelle t'aura semblé la plus effrayante. N'oublie pas d'attacher ta ceinture. Notre première destination est une géante gazeuse appelée TRES-2b. Elle est située à 750 années-lumière de nous. Si nous utilisions un vaisseau spatial ordinaire, il nous faudrait environ 10 millions d'années pour nous y rendre. TRES-2b est en orbite autour d'une naine jaune, une étoile semblable à notre Soleil. Et elle fait environ 1,5 fois le poids de Jupiter. Alors, qu'est-ce qu'elle a de si spécial ? Eh bien, si tu as peur du noir, tu n'auras certainement pas envie de visiter cet endroit. C'est la planète de la nuit éternelle, la plus sombre de toutes les planètes que nous connaissions. Mais elle n'est pas si éloignée de son étoile. Alors, comment ça se fait ? Le fait est que la surface de TRES-2b reflète la lumière encore plus mal que le charbon. À cause de cela, on dirait qu'il n'y a pas de lumière du tout. Si tu survolais la surface de cette planète, ce serait comme si tu avançais avec un bandeau sur les yeux. Mais attends, en fait, il y a de la lumière. Une étrange lueur d'un rouge profond entoure la surface de la planète. Cette lueur provient de son atmosphère brûlante, ce qui fait de TRES-2b une planète extrêmement chaude. L'air y est encore plus chaud que de la lave. Terrifiant, hein ? Mais tu n'as encore rien vu. Nous allons maintenant nous rendre dans un lieu encore plus horrible que celui-ci. La NASA n'a pas exagéré quand elle a dû lui choisir un surnom. Cette fois, il ne s'agit pas seulement d'une planète, mais de 3 à la fois. Elles sont également situées assez loin, à 2300 années-lumière du Soleil. Il nous faudrait environ 35 millions d'années pour les atteindre en navette. Toutes ces planètes se trouvent dans la constellation de la Vierge et elles sont toutes extrêmement légères, beaucoup plus légères que la Terre. Ces 3 exoplanètes s'appellent Poltergeist, Draugr et Phobétor. Sympa comme nom, hein ? C'est parce que chacune de ces planètes est sur le point de devenir un fantôme. Leur particularité, c'est qu'elles ne tournent pas autour d'une étoile, mais autour d'un pulsar. Les pulsars sont des étoiles à neutrons en rotation dont le champ magnétique est extrêmement puissant. Pour le dire simplement, ce sont des étoiles qui, un jour, ont explosé. Après leur explosion, elles se sont mises à émettre un signal périodique très rapide. En effet, l'étoile tourne sur elle-même à une vitesse inimaginable, plusieurs milliers de rotations par seconde. En même temps, elles émettent un fort rayonnement électromagnétique qui affecte tout ce qui se trouve autour d'elles. Tu as donc probablement déjà deviné ce qui est en train d'arriver à nos planètes zombies. Elles sont lentement et progressivement détruites sous l'influence gigantesque de ces radiations. Un jour, elles disparaîtront sans laisser de traces. Des planètes fantômes en orbite autour d'une morte vivante ? Oui, l'appellation de monde des zombies est tout à fait appropriée. Il n'est pas non plus surprenant que les scientifiques aient surnommé ce pulsar la Liche. Son nom officiel est pour sa part très long. Au moins, on peut dire qu'elle se serre les coudes avant de disparaître pour toujours. Cette planète porte aussi un nom super long, alors un peu de patience. HD-18973b. Cette géante gazeuse se trouve à 65 années-lumière de nous. Il nous faudrait environ 1 million d'années pour y arriver à bord de notre vaisseau spatial. La masse de cette planète est légèrement plus importante que celle de Jupiter, et elle tourne autour de son étoile, une naine orange, toute seule. À première vue, elle te semblera tout ce qu'il y a de plus sympathique. Une jolie couleur bleue et des spirales à la surface. Ça ressemble un peu à un ciel d'été, ou encore à l'écume des vagues dans l'océan, tu ne trouves pas ? Mais les apparences sont vraiment trompeuses, mon ami. Cette planète doit sa jolie couleur bleu cobalt à son atmosphère brumeuse et brûlante. Elle contient des grains de silicate qui se condensent sous l'effet de la chaleur. En d'autres termes, les nuages de cette planète pleuvent du verre. Oui, il y pleut des morceaux de verre brûlant.
Et si cela ne suffisait pas, les vents font rage à la surface et ils se déplacent à une vitesse de 8690 km par seconde. Juste pour comparer, le vent le plus rapide jamais enregistré sur Terre avait une vitesse de 408 km/h, soit environ 20 fois moins fort. Et à cause de cela, des centaines de milliers d'éclats de verre sont à tout moment projetés horizontalement sur toute la surface de la planète à une vitesse vertigineuse. Malheur à celui qui essaierait d'atterrir ici. Mais ce n'est pas là le seul exemple de pluies étranges dans notre univers. Par exemple, il pleut du fer fondu sur la planète Dimidium. Ou prenons ce qu'on appelle les planètes de carbone. Leur existence n'a pas encore été prouvée, mais si elles existent vraiment, elles seraient couvertes de milliers de nuages noirs et toxiques. Et il y pleuvrait des hydrocarbures ainsi que de l'asphalte liquide brûlant. Et toutes ces gouttes de pluie exploseraient en atteignant la surface. Rien de spécial, n'est-ce pas ? La planète suivante, par contre, est vraiment très étrange. Elle ne se contentait pas de tourner autour de son étoile, elle vivait à l'intérieur. Ce miracle cosmique s'appelle KOI 55b ou Kepler 70b. Cette planète se trouve très loin de nous, à 4000 années-lumière. Il faudrait environ 70 millions d'années à notre vaisseau spatial pour nous y emmener. Elle est 2 fois plus légère que la Terre et effectue une révolution complète autour de son étoile en seulement 2 heures. Il y a longtemps, c'était une planète ordinaire semblable à la Terre et de la taille de Jupiter. Elle tournait paisiblement autour de son étoile naine rouge, KOI 55. Mais tout a changé il y a environ 700 millions d'années. Tu as peut-être entendu dire que dans quelques milliards d'années, notre Soleil commencerait à grossir et deviendrait énorme, absorbant tout sur son passage. C'est le destin des naines rouges. Tôt ou tard, elles prennent de l'ampleur et se transforment en des géantes bleues incroyablement chaudes. Et c'est exactement ce qui s'est produit avec KOI 55. Cette étoile a commencé à augmenter en taille et à se réchauffer, se transformant progressivement en une géante bleu-blanc. Elle était prête à dévorer ses planètes les plus proches. Mais KOI 55b ne s'en est pas soucié. Lorsque l'étoile l'a atteinte, cette planète s'est simplement installée à l'intérieur. En outre, après un certain temps, elle a même fini par quitter son étoile, se plaçant simplement sur une nouvelle orbite. Comment est-ce possible ? Le temps passé à l'intérieur de son étoile a transformé KOI 55b en un gros caillou chauffé à blanc. C'est l'une des planètes les plus chaudes que nous ayons découvertes jusqu'à présent. La température y atteint 6650 degrés Celsius. C'est plus chaud que notre Soleil, qui est, je te le rappelle, une véritable étoile. Et inexplicablement, son existence se poursuit comme si de rien n'était. Malheureusement, tôt ou tard, la planète finira par disparaître. Elle s'évapore lentement en raison de son atmosphère incandescente. Mais quand même, elle aura survécu à son voyage au travers de l'étoile. Ce qui est loin d'être une prouesse ordinaire, c'est le moins qu'on puisse dire. Quelle force de volonté! Cependant, toutes les planètes n'ont pas autant de chance. Certaines se voient graduellement détruites par leur étoile. Cette dernière planète est tristement solitaire. Elle est située à 870 années-lumière de nous. Notre voyage en vaisseau prendrait environ 25 millions d'années. La masse de cette planète est environ 1,5 fois plus importante que celle de Jupiter. C'est un endroit aussi triste que sombre. Cette géante gazeuse condamnée, qui ressemble beaucoup à Jupiter, tourne autour de son étoile toute seule. En même temps, elle est située si près de son astre que sa période orbitale ne dure qu'1 jour. Bien sûr, à cause de cette proximité, l'étoile absorbe progressivement WASP-12b. Sa chaleur intense détruit et dévore lentement l'atmosphère de la planète. Il ne lui reste qu'environ 10 millions d'années. Mais voici quelque chose d'encore plus intéressant. À cause d'un rare phénomène d'étirement, WASP-12b a désormais la forme d'un œuf. Elle ne ressemble même plus à une vraie planète. Et elle est aussi très chaude. La température de surface de cette géante gazeuse est de 2204 degrés Celsius. De plus, un spectrographe des origines cosmiques, ou SOC en abrégé, a... Tu es au beau milieu de l'océan. Il est infini, mais tu ne peux pas le voir parce qu'il y a un épais brouillard tout autour de toi. Des nuages denses cachent un soleil énorme mais terne. Est-ce le jour ou la nuit ? Tu ne sais pas. Tout n'est que brume grise autour de toi. Tu es seul. Même si tu essayes de plonger, au bout de plusieurs heures, tu ne verras toujours pas le fond de l'océan. Car tu es sur une planète aquatique. Ça a l'air assez étrange, mais ces mondes d'eau sont plus intéressants qu'il n'y paraît.
Alors, jetons-y un coup d'œil. Une planète océan est une planète qui se compose, comme tu l'as sans doute deviné, principalement d'eau, de glace et peut-être de quelques roches. Pense aux océans de la Terre, leur sombre profondeur, la fosse des Mariannes, les créatures mystérieuses. Et maintenant, peux-tu deviner combien d'espace occupe toute l'eau sur Terre par rapport au volume total de notre planète ? Seulement 0,025%. Maintenant, essaye d'imaginer un monde composé de 40 à 60% d'eau. Si tu y plonges, la profondeur peut dépasser les 100 km. Comparé à cela, la profondeur de 10 km de notre fosse des Mariannes n'a pas l'air si impressionnante. La pression y sera énorme. Elle peut atteindre jusqu'à 20 000 fois celle de l'atmosphère terrestre. Cela peut sembler effrayant, mais ce serait quand même génial d'en savoir un peu plus sur ces planètes. Heureusement, d'après les calculs des scientifiques, il pourrait y avoir beaucoup de planètes de ce type rien que dans notre galaxie. Pas besoin d'aller bien loin. Tu peux trouver ces mondes d'eau à l'intérieur même de notre système solaire. Ce ne seront pas des planètes, bien sûr, mais des lunes. Jupiter a Ganymède et Callisto, et Saturne a Titan et Encelade. L'océan peut atteindre jusqu'à 30% de la masse de ces lunes. On ne sait pas encore si ces océans sont recouverts d'une épaisse croûte de glace. Mais on a découvert un bon nombre de planètes océans à part entière. Cela s'explique par le fait que les conditions dans lesquelles ces planètes peuvent exister sont très spécifiques. Par exemple, la planète doit être 6 à 8 fois plus grande que la Terre. Si elle est plus petite, elle aura une surface rocheuse. Et si elle est plus grosse, elle se transformera en géante gazeuse. En même temps, elle doit se trouver dans la zone habitable de son étoile. Un peu plus loin, et la planète se transforme immédiatement en une géante glacée ou en une super Terre froide. Bref, ces planètes sont très exigeantes. On a commencé à les explorer dans les années 1970. Mais depuis, on n'en a trouvé que quelques-unes. Quoi qu'il en soit, elles sont toujours très intéressantes. La première est Gliese 1214b. C'est la toute première planète océan que nous avons découverte. Au départ, les scientifiques n'ont remarqué qu'un petit point lumineux. Ce point s'est avéré être l'étoile naine rouge Gliese 1214. Une étoile tout à fait ordinaire, 5 fois plus petite que notre Soleil et 300 fois plus terne. Les scientifiques l'ignoraient plus ou moins, mais en 2019, ils ont remarqué que cette étoile possédait une seule planète. Et cette planète s'est avérée être assez étrange. Cette super Terre est 2,5 fois plus grande que notre Terre et 6,5 fois plus lourde. Mais en même temps, elle a une très faible densité et à peu près la même gravité que notre planète. En d'autres termes, il n'y a presque pas de roches et de métaux sur cette planète. Mais ce n'est pas non plus une géante gazeuse. Il ne reste donc qu'une seule option. Elle est recouverte d'eau et de glace. Et c'est ainsi qu'on a découvert la première planète océanique. En fait, on suppose seulement qu'elle est composée d'eau. C'est en tout cas ce que disent les calculs mathématiques. En réalité, cette planète est assez déroutante. Elle est difficile à explorer et, jusqu'à présent, les scientifiques n'ont rien pu y trouver. Pas d'hydrogène, pas d'hélium, pas d'eau. C'est parce que la couche extérieure de l'atmosphère de cette planète est très dense et qu'elle cache parfaitement sa composition. Malgré tout, c'est probablement un monde d'eau. Gliese 1214b est très proche de son étoile, à seulement 0,014 unités astronomiques de distance, ce qui est moins que la distance entre la Lune et nous. L'année y dure environ 36 heures, et les températures y sont tout simplement brûlantes. Les scientifiques suggèrent que la température moyenne là-bas peut atteindre 250 à 535 degrés Fahrenheit. Tu te souviens de notre description initiale d'une planète océan ? En réalité, passer du temps sur Gliese 1214b serait un peu différent. Ce serait plutôt comme nager dans une chaudière à vapeur. À cause de ces températures insensées, l'océan à la surface est constamment dans un état proche de l'ébullition sans vraiment l'atteindre. Alors, imagine que tu descends à la surface de cette planète en volant à travers des nuages de vapeur. Et puis, tu te retrouves soudain dans l'eau. Mais quand cela s'est-il produit ? Sur Gliese 1214b, la frontière entre la vapeur et l'eau est très floue. Bien sûr, tu ne pourras pas nager jusqu'au fond de cet océan, mais il est fort probable que le fond soit recouvert d'une couche très épaisse de ce qu'on appelle la glace chaude. C'est comme de la glace ordinaire, mais elle ne se soucie pas vraiment des lois de la physique. Alors, elle ne fond pas, même à des températures très élevées. Et l'épaisseur de cette glace peut atteindre jusqu'à 5000 km. C'est tout pour l'effrayante Gliese 1214b. Maintenant, même si on ne peut pas garantir à 100% qu'il s'agit d'un monde aquatique,
Nous avons un autre candidat pour ce titre. Il s'agit d'une planète récemment découverte appelée TOI 1452b. Située dans la constellation du Dragon, elle se trouve à près de 100 années-lumière de nous. Elle a été découverte à l'aide du télescope TESS par un groupe de chercheurs de l'Université de Montréal. Cette planète appartient également à la classe des super-Terres. Elle est 7 fois plus grande que notre planète, mais 48 fois plus lourde, avec toutefois une densité très faible. Pour cette raison, les scientifiques ont suggéré que la quasi-totalité de la planète est constituée d'un océan géant. Ici, on a un peu plus de chance. Ce monde ne sera pas seulement une flaque géante et de la glace épaisse. Sur cette planète, il y a probablement une surface rocheuse profondément enfouie sous l'eau, comme dans un océan typique. Mais ne t'emballe pas trop, cet océan sera certainement très différent de ce à quoi nous sommes habitués. TOI 1452b est aussi en orbite autour d'une petite naine rouge. Et pas seulement une, mais 2 à la fois. Et si la planète précédente était proche de son Soleil, celle-ci, au contraire, en est très éloignée. Elle est 2,5 fois plus éloignée de ses étoiles que Pluton ne l'est du Soleil. Et elle se déplace à grande vitesse. Une année y dure seulement 11 jours. On ne sait pas encore grand-chose sur cette planète. On obtiendra probablement de nouvelles informations lorsque les scientifiques l'auront observée avec le télescope James Webb. Et maintenant, la question qui te brûle les lèvres. La vie peut-elle exister sur ce genre de planète ? C'est une question délicate. On sait tous que l'eau est synonyme de vie. D'autant plus que ces planètes se trouvent dans les zones habitables de leurs étoiles. Donc, potentiellement, oui, il peut y avoir de la vie. Pas des civilisations à part entière, bien sûr, mais pourquoi pas des bactéries, des poissons et quelques monstres géants et effrayants. En fait, c'est très peu probable. L'eau seule ne suffit pas à créer la vie, même si elle est très importante. Il doit aussi y avoir des micro-éléments et des minéraux. Et malheureusement, pour la plupart des planètes d'eau, elles ne sont constituées que d'eau et de glace très épaisse, mais pas de minéraux. Mais tout espoir n'est pas perdu. Il ne faut pas oublier les météorites et les comètes qui peuvent apporter les minéraux nécessaires à la planète. Plus elles s'y écrasent souvent, plus la probabilité est grande qu'elles apportent quelque chose comme ça dans l'océan et donc qu'elles créent la vie. Deuxièmement, TOI 1452b possède réellement ces minéraux. On ne sait pas à quelle profondeur se trouve le fond rocheux à cet endroit. Mais s'il existe, alors quelque chose a sûrement pu y naître. Espérons que de nouvelles recherches avec de puissants télescopes nous permettront de découvrir la vérité. Et qui sait, peut-être qu'un jour nous pourrons nous-mêmes visiter une telle planète. Arcturus, une énorme étoile rouge. Elle est en train d'exploser de l'intérieur. La mer rouge de plasma à sa surface pulse rageusement. Cette étoile brûle tout ce qui s'approche d'elle, et tout d'un coup, pouf, Arcturus a disparu. Mais au même moment, elle réapparaît au centre de notre système solaire, remplaçant le Soleil. Ce que nous voyons dans le ciel n'est plus un petit point jaune, mais une boule rouge géante. Elle est 25 fois plus large et 30% plus lourde que le Soleil. Même si Arcturus est un peu plus froide, c'est toujours un cauchemar total pour la Terre. La distance entre notre planète et l'étoile est maintenant 25 fois moins grande. Toute l'eau des océans et des rivières commence à s'évaporer. Ce qui était autrefois des forêts tropicales se transforme rapidement en un désert sans vie. Néanmoins, les couchers et les levées de soleil sont maintenant incroyables. Imagine-toi sur le toit de l'Empire State Building en train de regarder le lever de soleil. D'abord, tu vois la lumière au-dessus de l'horizon. Elle t'aveugle presque, car Arcturus est 110 fois plus brillante que le Soleil. Puis l'étoile grimpe progressivement au-dessus de la surface. Le point épais sur l'horizon devient de plus en plus large. Il continue de grandir jusqu'à ce que l'étoile rouge occupe tout ton champ de vision. Arcturus est maintenant si proche que tu peux même voir des tempêtes de plasma chaud à sa surface. Il y a des éruptions régulières et des éjections de masse. D'énormes quantités de matière sont éjectées de la surface de l'étoile à des vitesses pouvant atteindre 2000 km par seconde. La matière prend la forme d'une boucle attachée à l'étoile aux deux extrémités. Il faut porter une combinaison spatiale très sophistiquée pour pouvoir observer un tel lever de soleil. La vie sur Terre a cessé d'exister il y a longtemps dans ces conditions. Et cela va empirer avec le temps. Car tous les 8 jours, la brillance d'Arcturus augmente. Bientôt, notre planète ressemblera davantage à Vénus. Cette dernière est si proche du Soleil que la température élevée y rend toute vie impossible. Bon,
Laissons notre planète refroidir un peu et mettons maintenant Proxima Centauri au centre de notre système solaire. Ce n'est pas une géante rouge mais une naine rouge. Cette étoile est presque 7 fois plus petite que le Soleil et presque 9 fois plus légère. Maintenant, nos océans et nos rivières ne s'évaporent pas mais gèlent. Les forêts et les jungles sont couvertes de neige. Dans environ une semaine, il n'y aura plus un seul endroit sur Terre où la température sera supérieure à 0. Même les plantes qui sont habituées au froid cesseront d'exister. Elles se nourrissent principalement de l'énergie du Soleil. Maintenant, elles commenceront à mourir de faim. Mais il y aura toujours de l'eau en profondeur sous la couche de glace. Elle sera chauffée par le noyau chaud de notre planète. Les micro-organismes pourront y survivre. Il fait désormais beaucoup plus sombre sur Terre, comme un crépuscule sans fin. Oh, et nous pouvons à peine voir la Lune. Il se trouve qu'elle ne produit pas sa propre lumière, mais reflète celle du Soleil. Avec Proxima Centauri à la place, la Lune va perdre sa luminosité. Mais un problème encore plus important est celui de notre orbite. Le Soleil a une certaine force gravitationnelle qui nous maintient juste dans la zone habitable agréable où il ne fait ni trop chaud ni trop froid. La gravité de Proxima Centauri est beaucoup plus faible. Et la Terre s'éloigne donc lentement de l'étoile. Nous courons maintenant le risque de rencontrer des astéroïdes volants dans l'espace ou même aussi d'autres planètes. Mais le pire scénario est que Proxima Centauri ne soit tout simplement pas capable de retenir notre planète et que nous dérivions lentement vers le vide intersidéral. Tu peux alors oublier toute forme de vie ici. Mettons maintenant Sirius au centre de notre système solaire. C'est l'étoile la plus brillante de notre ciel nocturne. Elle n'est que 70% plus grosse que le Soleil, mais presque 2 fois plus chaude. Sa lueur n'est donc pas seulement brillante, elle grésille. Et sa lumière n'est pas jaune, mais quelque part entre le bleu et le blanc. Tu ne pourrais pas sortir sans lunettes de soleil. De toute façon, tu ne voudrais pas marcher dans les rues où l'asphalte est en train de fondre. Tu pourrais littéralement faire frire des œufs sur le trottoir. Même si bien sûr, à ce moment-là, toute vie sur Terre a disparu depuis longtemps. Mais ce n'est pas seulement à cause de la température. Sirius émet d'énormes quantités de radiation. Notre atmosphère sert de bouclier contre le Soleil. Mais dans le cas de Sirius, ce bouclier ne serait pas suffisant. Bon, maintenant, pourquoi ne pas imaginer une hypothèse encore plus loufoque et nous fabriquer un système à double étoile? Il s'agit de 2 étoiles qui tournent autour d'un centre commun. Et voilà notre Terre, saine et sauve. Tout dépend de la taille et de la luminosité des étoiles. Ces 2-là ne sont pas trop grosses et elles émettent autant de lumière que notre Soleil. Tout ce qui compte pour nous, c'est que notre planète se trouve dans la zone de sécurité du système à double étoile. Au lever du Soleil, tu vois d'abord une étoile apparaître sous l'horizon. Puis quelques minutes plus tard, l'autre. Le seul problème est que cette beauté pourrait bientôt exploser avec une force énorme. Dans les systèmes binaires, l'une des étoiles est toujours plus lourde que sa partenaire. Tôt ou tard, elle commence à arracher de la matière à la plus petite étoile. Et petit à petit, la plus grosse étoile mange sa voisine. Ensuite, la grande sœur peut atteindre une masse critique et exploser. Cette explosion serait aussi forte qu'une supernova. Elle détruirait l'ensemble de notre système solaire. La lumière de cette explosion serait visible à des centaines d'années-lumière. Après cela, il y aurait une énorme nébuleuse à la place de notre système stellaire, composée de la poussière d'étoiles et des particules qui restent de notre monde. Faisons maintenant une hypothèse complètement folle. Un trou noir au centre de notre système solaire. Nous connaissons les trous noirs comme des objets effrayants et mystérieux qui avalent tout ce qui les entoure. Mais même autour d'un trou noir, il y a une zone habitable. Il suffit d'être assez loin pour qu'il ne t'entraîne pas dans ton abîme noir. Mercure et Vénus seront trop proches du trou noir. Alors très probablement, elles seront réduites en morceaux qui se dirigeront ensuite vers l'horizon des événements. C'est le dernier arrêt avant d'atteindre la singularité, le cœur du trou noir. Il a 2 problèmes majeurs, la lumière et le temps. Le trou noir attire la lumière au lieu d'en émettre. La Terre deviendra donc rapidement sombre et froide. Et le temps passe plus lentement autour des objets lourds. Près d'un trou noir, une seconde peut être égale à des semaines ou même des mois dans l'espace. Nous ne sentirons pas cette différence, mais l'univers entier autour de nous se développera plus rapidement par rapport à nous. Tout objet peut devenir un trou noir s'il est comprimé à une certaine taille. Par exemple, le Soleil peut en devenir un s'il est réduit à une largeur de 6 km. La Terre aussi,
Si tu la comprimes à une largeur de 1,8 cm, elle devient un trou noir. Il y a maintenant un petit rocher qui se cache au centre de notre système solaire. C'est une étoile à neutrons. Elle fait environ 30 km de large. Certaines météorites sont bien plus grosses que ça, mais elle a une masse comparable à celle du Soleil. Sa force gravitationnelle est donc à peu près la même et l'orbite de notre planète est intacte. Mais le problème est que les étoiles à neutrons n'émettent pratiquement aucune lumière visible. C'est donc la nuit permanente sur Terre. Pourtant, il fait très chaud ici. Lorsqu'une étoile à neutrons naît, elle peut être d'abord plusieurs fois plus chaude que le Soleil, mais elle se refroidit rapidement pour atteindre la température à laquelle nous sommes habitués. Il y a donc une chance que toute la vie sur Terre n'ait pas encore été brûlée. Un autre problème est qu'elle tourne rapidement et peut devenir un pulsar. Un peu comme un puissant projecteur sur les deux côtés d'une étoile en rotation. Les étoiles à neutrons éjectent aussi des rayons à des vitesses énormes. Ces rayons rendront notre planète littéralement stérile. Aucune forme de vie ne serait capable d'exister dans ces conditions. Et maintenant, c'est l'heure de la plus grande étoile connue, Stephenson 2-18. Cette géante rouge est 2150 fois plus grande que le Soleil. Et si nous la plaçons au centre de notre système solaire, son bord se trouvera sur l'orbite de Saturne. Mercure, Vénus, la Terre, Mars et Jupiter sont donc déjà avalés par l'énorme étoile. Saturne, Uranus et Neptune sont en train de griller comme des châtaignes sur le feu et vont bientôt s'évaporer. En fait, cela pourrait aussi arriver à notre Soleil. Plus il vieillit, plus il devient rouge et gros. Il finira par être à court de combustible, l'hydrogène, et il commencera à brûler des éléments plus lourds dans son noyau. Cela conduira à sa dilatation. Nous verrons alors de plus beaux couchers et levées de soleil. Mais la température deviendra trop élevée. En théorie, le Soleil deviendra si gros qu'il avalera la Terre. Et ensuite, il explosera en supernova, ne laissant rien de notre système solaire derrière lui. Brillant. L'univers serait apparu il y a environ 14 milliards d'années, lors d'un événement connu sous le nom de Big Bang. Depuis ce moment, il semble qu'il n'ait cessé de s'étendre. Mais si cela est vrai, n'aurait-il pas commencé en un point précis? Cela ne supposerait-il pas aussi l'existence d'un centre quelque part? Les scientifiques affirment pourtant qu'il n'y a aucun centre à l'univers. De même, l'expansion n'a pas de centre particulier. Elle est homogène partout. Penser au Big Bang comme à une explosion classique est une erreur. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'univers ne s'étend pas à partir d'un point central, mais de façon uniforme en tout lieu. En 1929, Edwin Hubble a mesuré la vitesse des galaxies à différentes distances de la Terre. Il a découvert que plus une galaxie est éloignée, plus elle s'éloigne rapidement. Cela signifie-t-il que nous sommes le centre de cet univers en expansion? Très peu probable. Ces observations montrent simplement que l'expansion se produit à un rythme constant partout. Où que vous soyez, vous aurez l'impression d'être au centre de cette expansion universelle. Quant au Big Bang, si vous observiez une explosion classique au ralenti, vous verriez la matière s'éloigner d'un point central, le plus chaud immédiatement après l'explosion. Une coquille sphérique de matière se développerait ensuite, poursuivant son expansion jusqu'à ce que la gravité l'arrête. Cependant, le Big Bang était tout à fait différent. Il ne s'agissait pas d'une explosion dense l'espace, mais d'une explosion de l'espace lui-même. Selon la théorie la plus répandue, il n'y avait ni espace ni temps avant cet événement. Le Big Bang était donc d'une nature totalement différente, sans point central. Si nous avions pu l'observer, nous n'aurions vu ni bord en expansion, ni vide au-delà. La seule chose que nous puissions actuellement percevoir est une faible lueur de fond, vestige des gaz chauds présents dans l'univers primitif. Ce phénomène est appelé rayonnement de fond cosmique, et il est uniforme dans toutes les directions. Cela ne peut signifier qu'une chose. Ce n'est pas la matière qui se déplace à partir d'un point donné, mais bien l'espace lui-même qui s'étend de manière homogène. Cela dit, l'idée que l'univers s'étend de façon uniforme dans toutes les directions n'écarte pas la possibilité qu'il puisse exister, quelque part, une région plus dense et plus chaude, que l'on pourrait désigner comme le centre de l'univers. Cependant, d'après nos observations, aucun signe d'un tel point précis n'a été détecté. La théorie selon laquelle l'univers devrait être uniforme est appelée le principe cosmologique. Elle a émergé en 1933. Avant cela, certains scientifiques pensaient que l'univers se limitait à notre propre galaxie. Si tel avait été le cas, il aurait été légitime de considérer le centre de la Voie lactée comme étant celui de l'univers. Cependant, en 1924, Hubble mit fin à cette hypothèse. Il démontra qu'il existait d'autres galaxies en dehors de la nôtre.
Néanmoins, notre perception de l'univers reste contrainte par la vitesse de la lumière et le temps limité depuis le Big Bang. Bien que la portion observable de l'univers soit extrêmement vaste, elle demeure probablement minuscule par rapport à l'univers dans son ensemble, qui pourrait être infini. L'univers pourrait revêtir de multiples formes, avec ou sans un centre identifiable. Et si un centre devait exister au-delà de la zone observable, ce point, ou cette région de l'espace, pourrait n'être qu'un parmi d'autres. Cela pourrait rappeler la manière dont le centre de notre galaxie était jadis considéré comme le centre de l'univers. Des trous noirs qui déchirent d'énormes étoiles, des pulsars qui tournent à des vitesses incroyables et émettent de puissants faisceaux d'énergie, des nébuleuses colorées qui créent des feux d'artifice d'étoiles naissantes, des galaxies de toutes les couleurs et de toutes les tailles possibles. Oui, tout cela se trouve dans notre univers, mais il n'est pas infini, il a une limite. Un mur au sens propre, et au-delà, il y a le néant absolu. Alors embarquons pour un voyage vers ce mur. Mais commençons par le commencement. Notre univers est comme une énorme poupée russe. Si tu l'ouvres, tu en trouveras une plus petite à l'intérieur. C'est une galaxie. À l'intérieur de celle-ci se trouve encore une poupée plus petite. C'est notre système solaire. Et la plus petite poupée de toutes est la Terre. Chacune de ces poupées a des frontières que nous allons traverser. Pour cela, nous aurons besoin d'un vaisseau spatial de grande taille. Il doit aussi être capable de se déplacer 100 fois plus vite que la vitesse de la lumière. Tu montes à bord et tu démarres les moteurs. Notre première limite se trouve à 100 km au-dessus du niveau de la mer. C'est 10 fois plus haut que l'altitude des avions de ligne. Ce point s'appelle la ligne de Kármán. Elle sépare l'atmosphère terrestre de l'espace extra-atmosphérique. Maintenant, volons plus loin jusqu'au bord de notre système solaire. Nous allumons les hyperpropulseurs et passons devant Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Nous avons parcouru une distance de 100 unités astronomiques. Une UA est la distance entre la Terre et le Soleil. Et voici la limite de notre système solaire, l'héliosphère. Ici, la vitesse du vent solaire diminue rapidement. D'abord, elle passe de 1 million de km par heure à la vitesse du son. Ensuite, il y a une couche appelée l'héliopause. C'est là que le vent disparaît presque complètement. Puis notre vaisseau subit une vague d'étrave. C'est là que nous ressentons la force du vent interstellaire, qui entre en collision avec la frontière de notre système solaire. Lorsque tu passes cette frontière, tu te retrouves dans l'obscurité de l'espace interstellaire. Et c'est là que tu trouves les deux objets fabriqués par l'homme qui ont fait ce voyage pour la première fois dans l'histoire. Il s'agit de Voyager 1 et Voyager 2. Voyager 1 a franchi cette frontière en 2004. Voyager 2 l'a fait en 2007. Ces sondes spatiales ont découvert que l'héliosphère n'est pas une sphère parfaite autour du Soleil. Sa frontière sud est 10 UA plus proche de l'étoile que sa frontière nord. Nous nous déplaçons donc dans l'espace interstellaire et nous approchons bientôt d'un mur de pierre autour de notre système solaire. 200 000 UA plus loin, et le voilà. Ce mur de pierre est le nuage de Oort. En réalité, c'est une ceinture d'astéroïdes qui entoure notre monde. Les scientifiques pensent que le nuage de Oort pourrait être la source des comètes et des météorites qui tombent sur la Terre. Mais ils sont si dispersés que nous pouvons facilement nous glisser entre eux. Maintenant, nous sommes dans l'obscurité totale. La Voie lactée fait environ 106 000 années-lumière de diamètre. Avec une fusée classique, il faudrait des milliards d'années pour parcourir cette distance. Mais tu accélères au maximum, tu passes magistralement devant les étoiles et les planètes comme sur un circuit de course. Et en quelques minutes, tu es au bord de notre galaxie. Il n'y a plus de vent interstellaire. Tout ce que tu vois, ce sont des points lumineux quelque part au loin. Ces points sont d'énormes galaxies. Il nous faut consulter une carte pour se rendre jusqu'au bord de notre univers tout entier. Tu es ici, près de la Voie lactée. Elle fait partie d'un amas de galaxies appelé le superamas Laniakea. Mais même cet énorme amas est comme une aiguille dans une botte de foin. En faisant un zoom arrière, on trouve le superamas Hydra Centaurus. Des milliers de galaxies sur la carte ressemblent à de petits points. Zoom arrière maximum. Voici tout notre univers observable. Nous pensions qu'il était infini, mais nous avons peut-être la preuve qu'il y a une frontière. Elle se trouve ici, à 10 milliards d'années-lumière de chez nous. Même si tu te déplaçais à la vitesse de la lumière, un voyage là-bas prendrait 2 fois plus de temps que l'existence de notre planète entière. Pendant ce temps, soit le Soleil s'éteindrait, soit il exploserait comme une supernova, détruisant tout notre système solaire. Et si tu pouvais vivre aussi longtemps et revenir ensuite chez toi, tu verrais que notre galaxie n'existerait plus.
Elle est depuis longtemps entrée en collision avec la galaxie d'Andromède et a fusionné en un seul grand corps cosmique. Heureusement, ton vaisseau est capable de déformer l'espace-temps pour que ce voyage prenne littéralement quelques secondes. Boum! Félicitations, tu es arrivé à destination. Le supervide d'Eridanus. Certains scientifiques pensent que cet endroit est la preuve des collisions de notre univers avec quelque chose d'assez grand pour laisser une si grande cicatrice. Le supervide d'Eridanus est un espace vide et froid de 1 milliard d'années-lumière de large. Si tu imagines ce vide comme une tasse, il pourrait contenir au moins 10 000 galaxies. Et il est apparu après un accident aux proportions gigantesques. L'objet qui s'est écrasé dans notre univers n'était autre que un autre univers. Oui, d'autres univers peuvent réellement exister. Imagine que notre univers entier est une énorme bulle qui contient tous les amas de galaxies de l'univers observable. Il pourrait y avoir un nombre infini de telles bulles qui seraient nées pendant le Big Bang. Ces univers peuvent être différents d'une autre. Ils peuvent abriter d'autres galaxies et nébuleuses. Mais ces bulles pourraient aussi être des univers parallèles. Cela signifie que si tu as choisi des céréales plutôt que des flocons d'avoine ce matin, dans un autre univers, ton alter ego pourrait avoir choisi les flocons d'avoine. Chaque choix que tu as fait dans la vie a eu des conséquences complètement différentes dans un univers parallèle. Et comme le nombre de choix est infini, il y a une infinité d'univers parallèles. Donc, comme une bulle ordinaire, notre univers a une paroi qui se trouve près du supervide d'Eridanus. Il y a longtemps, une autre bulle est passée devant la nôtre. En se rapprochant l'une de l'autre, leurs champs gravitationnels ont commencé à interagir. Notre mur frontalier a commencé à se déformer et à s'étirer vers l'autre univers. La même chose s'est produite de l'autre côté. Puis, les parois des deux univers sont entrées en contact. Mais comme les bulles ont bougé, leur lien a commencé à se rompre. Et l'autre univers a arraché un énorme morceau du nôtre. Un vide froid s'est formé au niveau de point de collision. C'est le supervide d'Eridanus. Le problème est que l'univers a la même apparence pour un observateur, quel que soit son point de vue. Par exemple, imagine un ballon de basket suspendu en l'air. Maintenant, si nous plaçons une fourmi sur le ballon et lui demandons de trouver le bord du ballon, elle se mettra à tourner autour en faisant un nombre infini de cercles. Mais le paysage autour de la fourmi ne changera pas. Tout ce qu'elle verra, c'est un univers arrondi parce que la sphère reste la même, quel que soit le point de vue. La même chose se produit lorsque nous essayons de trouver le bord de notre univers. Tout cela parce que nous imaginons le monde dans un espace tridimensionnel et que notre vue est limitée. Par exemple, tu vois un carré ordinaire dans un espace bidimensionnel. Mais si tu ajoutes de la profondeur et que tu changes le point de vue, voilà, c'est un cube. Si nous pouvions voir l'univers dans un espace à 4 dimensions, un carré pourrait être quelque chose de complètement différent. Mais peut-être pourrions-nous quitter notre bulle d'adoption. La clé pour voyager dans un autre univers se trouve peut-être à l'intérieur d'un trou noir. Un trou noir est l'un des objets les plus mystérieux de l'univers. Ils sont si massifs qu'ils déforment non seulement l'espace, mais aussi le temps. C'est comme placer un rocher très lourd sur un filet. Le filet s'affaissera, et plus tu te rapprocheras du rocher, plus la courbure sera forte. Une fois que tu es dans le champ gravitationnel d'un trou noir, tu ne peux plus en sortir. Nous ne savons toujours pas ce qui pourrait se trouver au cœur d'un trou noir. Certains scientifiques supposent que les trous blancs existent aussi. Théoriquement, ils devraient naître en même temps que les trous noirs. À l'exception de la couleur, ils sont l'exact opposé des trous noirs. Rien ne peut s'approcher d'un trou blanc. Pour l'instant, il n'y a pas de données sur ces objets, mais la théorie de la relativité générale suggère qu'ils existent. Il existe également une théorie selon laquelle un trou noir pourrait être un portail vers un autre univers. Lorsque tu entres dans un trou noir, tu peux ressortir de l'autre côté par l'horizon des événements du trou blanc. Tu contournes donc la frontière des univers et tu te retrouves dans un monde complètement différent. Mais nous avons peut-être la preuve qu'un trou blanc existe. En 2006, les scientifiques ont découvert une explosion d'énergie inhabituelle à 1,6 milliard d'années-lumière de la Terre. Ce sursaut était unique. Il ne ressemblait pas à une explosion de supernova ou même à la fusion de deux trous noirs. Certains astronomes pensent que c'était la naissance d'un trou blanc, mais comme il était instable, il a été détruit presque immédiatement. Ce processus n'était pas sans rappeler la naissance de notre univers tout entier, le Big Bang. Les scientifiques l'ont donc appelé le Little Bang. 13,8 milliards d'années, une mystérieuse explosion s'est produite dans l'espace. C'était le chaos. Un moment où les étoiles, les planètes, les astéroïdes, le reste des corps spatiaux et les galaxies sont nés.
C'était le Big Bang, une théorie que nous connaissons tous. Mais personne ne sait avec certitude ce qui s'est passé, d'où vient l'univers et ce qu'il y avait avant. Certains pensent même que l'univers est passé par un cycle où il s'est contracté et étendu plusieurs fois. En 1991, un cosmologiste de l'université de Stanford nommé Andrei Linde a soumis un article dont l'idée principale suggérait la possibilité que l'univers ait été créé dans un laboratoire. Selon sa théorie, il y avait une chance qu'une civilisation avancée quelque part dans le monde ait créé notre univers. Cette civilisation aurait créé un cosmos entièrement nouveau, qui a ensuite évolué vers ses propres planètes, étoiles et formes de vie intelligentes. 30 ans plus tard, de nombreux scientifiques prennent cette théorie très au sérieux. Ils ont même commencé à parler de choses que nous, en tant que civilisation, pourrions faire pour atteindre un niveau aussi avancé. La théorie dit que cette civilisation avancée a décidé d'ajouter une technologie qui a aidé à créer un nouvel univers à partir de rien. Cela a eu lieu par le biais du tunnelage quantique. Cela se produit quand un atome peut apparaître de l'autre côté d'une barrière, même si c'est censé être impossible, compte tenu des lois de la physique de notre monde. Comme par exemple, si tu voulais passer de l'autre côté d'un grand mur, mais que tu ne peux pas le passer avec des échelles ou le contourner. Imagine que tu peux simplement le traverser comme un fantôme. Dans notre monde, ce n'est pas possible, mais une civilisation plus avancée pourrait être capable de le faire. De plus, ils auraient compris comment ils pouvaient créer de nouveaux univers. En ce moment, à l'échelle cosmique, nous pourrions être une civilisation de classe C. Nous ne savons pas comment recréer certaines choses, par exemple les conditions sur la Terre si notre étoile centrale, le Soleil, s'éteint. Si nous parvenons à devenir une civilisation de classe B, nous apprendrons à ajuster les conditions pour être indépendants du Soleil. Cela signifie que nous pourrions peut-être même apprendre à vivre sans lui. Et si nous passons au niveau supérieur et devenons de classe A, nous saurons comment recréer les conditions cosmiques et produire notre propre cosmos dans nos laboratoires. Pensons au monde dans lequel nous vivons à travers 3 dimensions d'espace, Est-Ouest, Nord-Sud et Haut-Bas. Il y a aussi une dimension de temps, ce qui signifie que nous pouvons distinguer le passé du futur. Une 5e dimension représenterait une dimension supplémentaire de l'espace. La théorie de son existence a été mentionnée pour la première fois dans les années 1920. Elle a été inspirée par la théorie de la gravité d'Albert Einstein, qui a déclaré que l'espace-temps est déformé par la matière et l'énergie. Nous ne pouvons pas percevoir ces 4 dimensions, mais nous voyons comment un objet se déplace et l'attribuons à la gravité. Et peut-être qu'il y a une autre force, comme la force électromagnétique, qui est plus de 1000 fois plus forte que la gravité, et qui pourrait expliquer les choses qui se passent dans cette dimension supplémentaire de l'espace. La 5e dimension est courbée, de sorte que nous ne pouvons pas la voir, mais l'idée de cette dimension a été mentionnée dans une théorie des cordes. Elle considère l'univers comme de très petites cordes de masse énergie, et non comme des particules. Elle vibre dans un espace-temps à 10 dimensions, sachant que 6 d'entre elles prennent moins de place qu'un seul atome. Cela a conduit à l'image de l'univers comme une île en 3D qui flotte dans un espace-temps à 10 dimensions. De plus, la 5e dimension pourrait être une excellente explication pour nous en dire plus sur la matière noire. C'est la matière invisible qui a une masse, mais que nous ne pouvons pas voir et qui ne peut pas interagir avec la matière ordinaire. Or, la matière noire représente 85% de toute la matière de notre univers. L'univers ne peut pas être immobile, il est constamment en mouvement, se contractant ou s'étendant. Nous pensions qu'il y avait 100 milliards de galaxies, mais il s'avère qu'il y en a plus d'1 trillion. Les galaxies s'éloignent les unes des autres. C'est ce que cela signifie lorsque les scientifiques disent que l'univers est en expansion continue. Il y a des vides entre les galaxies qui s'étendent parfois sur des millions et des millions d'années-lumière. Ils peuvent sembler vides, mais ils peuvent aussi contenir beaucoup plus de matière que ce que nous pouvons trouver dans les galaxies. Pourtant, les étoiles ne peuvent généralement pas s'y former car la matière entre ces zones a une densité plus faible. Mais il y a quand même beaucoup d'étoiles dites intergalactiques. Un bon exemple est l'amas de galaxies de la Vierge, dont 10% sont des étoiles intergalactiques. Nous ne savons pas exactement comment elles sont arrivées là, mais il y a 2 façons possibles. Première option, les étoiles peuvent entrer en collision, fusionner ou passer près d'une autre galaxie qui peut les faire décoller de leur galaxie mère. Deuxième option, un trou noir supermassif peut accélérer une étoile à une vitesse très élevée s'ils se rencontrent de près, ce qui peut, là encore, faire qu'une étoile soit expulsée de sa galaxie mère. Si tu disposais d'un aimant géant, tu pourrais même extraire quelque chose des environs d'un trou noir. C'est possible si le champ magnétique près d'un trou noir supermassif est aussi fort que le champ gravitationnel du trou noir.
Mais cela ne fonctionne pas si nous parlons de matériel qui se trouve déjà au-delà de l'horizon des événements du trou noir. C'est la limite où la force gravitationnelle est si puissante que même la lumière ne peut pas s'en échapper. Il faudrait que tu accélères ce matériau au moins à la vitesse de la lumière pour qu'il puisse s'échapper. Pour cela, tu aurais besoin d'une quantité infinie d'énergie. Mais un aimant pourrait t'aider si quelque chose se dirige vers le trou noir mais n'est pas encore entré à l'intérieur. Lorsque l'on évoque les trous noirs, tu as sans doute en tête l'image d'un vide géant dans l'espace. Mais la Voie lactée est très probablement pleine de milliers de trous noirs plus petits qui flottent dans la galaxie. Lorsqu'une étoile arrive à sa fin, elle est détruite dans une explosion de supernova qui est un cataclysme d'énergie. Durant cette explosion, les densités dans le noyau atteignent un état suffisamment intense pour que rien ne puisse s'échapper. Au même moment, la majeure partie de l'étoile explose vers l'extérieur, mais une partie s'effondre vers l'intérieur, créant un trou noir. Plus l'étoile est grosse, plus le trou est gros. Le trou noir avale alors tout ce qui se trouve sur son chemin, y compris les autres étoiles. Lorsqu'une étoile est attirée dans le trou noir, elle est déchirée à cause de la forte gravité à l'intérieur. Certaines de ses parties tombent dans le trou, tandis que les autres sont éjectées à des vitesses incroyablement élevées. Certains trous noirs pourraient avoir été formés de façon différente. Les premiers stades de notre univers étaient pour le moins assez chaotiques. Il y avait des températures et des pressions élevées, et cet état a façonné le cosmos tout entier. Dans les bonnes conditions, n'importe quelle vieille tache de gaz a pu se rétrécir pour devenir un trou noir. Et il en existe de toutes les tailles. De quelques kilos à des masses colossales comme celles de milliers de soleils. Et tout ce qui se trouve entre les deux. Les trous noirs ne sont pas vraiment noirs, ce sont des zones à forte gravité et aucun objet ne peut s'échapper lorsqu'il entre à l'intérieur. Ils se nourrissent de rayonnements électromagnétiques tels que la lumière et les particules spatiales. Comme ils consomment de la matière en permanence, les trous noirs émettent une lueur sombre. La Terre n'est pas si proche du bord inhospitalier du système solaire. Nous sommes en 6e position. Les scientifiques ont créé une carte 3D de notre système solaire où nous pouvons voir à quoi ressemble le bord. Il leur a fallu 13 ans pour la concevoir. La frontière s'appelle l'héliosphère externe. Elle marque la zone de l'espace où le vent solaire, qui est le flux de particules chargées que notre Soleil émet, est dévié et drapé par le rayonnement qui provient de la région vide au-delà de notre système solaire. La couche intérieure de l'héliosphère est celle où le Soleil et les planètes ont la forme approximative d'une sphère, alors que la couche extérieure n'est pas aussi symétrique. Cette asymétrie se produit parce que notre Soleil se déplace dans la galaxie et subit une friction avec le rayonnement qui se trouve devant lui. Tu es en train de voler à travers l'espace dans un vaisseau dont la taille équivaut à 3 fois celle de Central Park à New York. Il y a beaucoup d'agitation. Non, il ne s'agit pas d'un alien qui envahit le vaisseau. C'est un jour très important. Nous sommes le 22 janvier 2700. Tu viens de naître hors de l'atmosphère de la Terre. Joyeux anniversaire! Une équipe médicale s'occupe de tout. Des gadgets futuristes t'aident dans tous les domaines. Et la vue depuis le vaisseau géant en verre de forme sphérique plonge sur l'incroyable immensité de l'espace. Tu ne peux même plus voir la Terre, le vaisseau spatial vole vers une nouvelle destination à des millions de kilomètres. Le temps de trajet pour atteindre cette nouvelle planète d'accueil est de plusieurs décennies. Avançons un peu. Tu as maintenant 25 ans et ce vaisseau spatial est le seul foyer que tu aies connu, jusqu'à présent. Tu as appris à connaître le moindre recoin du vaisseau. Tu commences ta journée dans ton dortoir qui dispose de tous les éléments essentiels. Une petite salle de bain compacte, une mini-cuisine, un lit superposé et une vue magnifique sur les étoiles et les planètes à l'extérieur du verre renforcé du vaisseau. Et tu n'as jamais à t'inquiéter des radiations cosmiques. Le vaisseau est équipé d'un bouclier magnétique perpétuel qui reflète ces radiations afin qu'elles ne s'infiltrent pas à l'intérieur. Sinon, il y aurait de gros problèmes. Le vaisseau a été conçu pour avoir une gravité artificielle. Les astronautes perdent normalement 1 à 2% de leur densité osseuse chaque mois qu'ils passent dans l'apesanteur de l'espace, puisqu'ils ne font que flotter en permanence. Mais maintenant, ou plutôt dans le futur, durant les voyages au sein de l'espace intersidéral, nous sommes capables de résoudre ce problème. Tu sors de ton dortoir et tu vois une foule de tes collègues, membres d'équipage, qui se rendent au travail. Ils glissent tous sur leur mini hoverboard dernier cri et chacun porte une combinaison futuriste de couleurs différentes. La tienne est bleue, tu sautes sur ta planche et rejoins l'équipe bleue. Tu arrives dans le passage souterrain du transport spatial et tu commences ton travail. En tant qu'ingénieur de bord, ta mission est très importante, entretenir le vaisseau et le faire fonctionner. Mais quelque chose ne va pas aujourd'hui.
Des chiffres clignotent partout sur les panneaux et cette lumière rouge anxiogène n'arrête pas de clignoter. Tu alertes tes collègues, mais ils ne savent pas non plus ce qui se passe. Vite, tu continues à vérifier les journaux de bord et toutes les équations compliquées, mais rien ne correspond. La panique commence à se répandre dans tout le vaisseau. Les poils de tes bras se hérissent. Tu essaies de cliquer sur autant de boutons et d'interrupteurs que tu peux. Le bourdonnement devient de plus en plus fort, la lumière clignote de plus en plus vite, certains de tes collègues s'enfuient. Et tu te retrouves tout seul dans la pièce rouge. Soudain, ton superviseur arrive enfin en courant pour t'aider. Après un moment, tous les deux, vous arrivez enfin à comprendre. Ouf, c'était -1. Tu as encore beaucoup à apprendre sur la gestion du vaisseau. Depuis tes premières années, tu as été affecté au poste d'ingénieur. Tu étais doué pour la physique, la chimie, les mathématiques. C'est juste une autre journée au bureau. Mais sur ce vaisseau, tu deviendras peut-être capitaine un jour. Après le travail, tu reçois un appel de tes amis qui veulent se détendre. Et quand on dit appel, on parle d'un appareil sophistiqué qui permet de communiquer avec n'importe qui tout en voyant toutes ces données à travers une projection holographique. Tu peux aussi l'utiliser pour écouter de vieux airs de la Terre. La pop est maintenant devenue de la musique classique et les films sont désormais des projections 3D de ta propre imagination. Tu sors du passage souterrain et tu montes sur la place interstellaire. C'est là que tout le monde se retrouve pendant le temps libre. Il y a des cafés, des restaurants, un salon de coiffure et même un marchand de glace. Tu n'es jamais allé traîner ailleurs. Le vaisseau spatial ressemble à une petite ville qui possède toutes ces choses dont la société a besoin. Cela inclut une biosphère pleine d'animaux et de plantes provenant de différents écosystèmes de la Terre. Des mini-forêts tropicales, des mini-déserts, des mini-montagnes, tout ce que l'on peut imaginer. Les biologistes à bord s'assurent de garder tout cela en équilibre pour que tu te sentes comme à la maison, même si tu n'as jamais mis les pieds sur Terre. Tu entres dans la savane et tu vois quelques gazelles galoper. Des gnous semblent paître et une petite meute de lions est à l'affût. Dans la jungle, tu sens l'humidité des feuilles et tu es entouré d'épais arbustes. Quelques gorilles jouent et tu aperçois de petites grenouilles arboricoles ça et là. Et tapis dans les arbres, descendant pour boire une gorgée d'eau, c'est un jaguar. Tu passes ensuite dans le désert où tu croises des chameaux errants, un petit serpent à sonnette qui se faufile pour échapper à la chaleur et des scorpions qui rampent dans le sable. Tu as appris beaucoup de choses sur la biologie ces 25 dernières années. Tu sais tout sur la Terre, mais tu n'y es jamais allé. C'est bizarre. Après la visite des habitats naturels, tu entends une annonce au haut-parleur, c'est le capitaine. La nouvelle planète est à quelques heures d'ici. Nous arriverons plus tôt que prévu. Préparez-vous à l'atterrissage. À bord du vaisseau, tout le monde se précipite vers son dortoir, sauf les membres d'équipage nécessaires pour faire fonctionner le vaisseau. Tu t'attaches dans ton lit superposé qui se transforme en siège avec des ceintures de sécurité. Tu regardes par ton hublot et tu vois un point bleu au loin. Il devient de plus en plus gros. Et il ressemble beaucoup à la Terre, du moins de loin. Cela n'a pas pris tant de temps que cela, seulement 25 ans. Tu te demandes ce qui se passe sous le capot de ce vaisseau spatial. Tu revois ta vie dans l'espace en sachant que cette première partie touche à sa fin. C'est un peu comme vivre au pôle Sud. Tout en bas du monde vit une petite communauté de scientifiques qui travaillent entre l'hiver et l'été, faisant toutes sortes de recherches, du climat et de la géologie à la météorologie et l'astronomie. Leur vie doit être similaire à celle que tu mènes ici dans l'espace. Ils ont leur propre bunker, leur laboratoire scientifique et même des salles de loisirs pour le sport et la musique. La nature sur la planète dont tu t'approches ne ressemble en rien à celle de la Terre. Des arbres tropicaux s'élèvent plus haut que les plus hauts gratte-ciels. Les océans sont secoués par des ouragans qui durent des années. Le pilote annonce l'atterrissage. Tout va bien, il est temps de se mettre au travail. Tu te détaches et sors pour voir la nouvelle planète par toi-même. Marcher sur la terre ferme donne l'impression, d'arriver sur une nouvelle planète. L'humidité est palpable et le vent est chaud. Le vaisseau a atterri dans la zone tropicale de la planète, qui est, selon vos études, le meilleur endroit pour bâtir une toute nouvelle colonie. Cela ne va pas être facile. Les humains bâtissent généralement de nouvelles colonies à côté des lacs et des rivières. Pense aux Mésopotamiens, aux Égyptiens, aux Aztèques. La liste est longue. Ils ont commencé par de petites colonies jusqu'à ce qu'ils deviennent des méga-civilisations à part entière. En commerçant et en explorant, ils ont pu faire progresser leur technologie, apprendre de nouvelles langues et découvrir des recettes de cuisine géniales. Tu mangerais bien des pâtes et des sushis en ce moment. Selon les scientifiques, naître dans l'espace pourrait modifier l'apparence des humains. La tête des nouveaux humains pourrait être plus grosse d'ici des milliers de générations.
Qui sait? Il n'y a aucun moyen de le simuler sur Terre. Nous pourrions même avoir de nouvelles couleurs de peau puisque nous aurions besoin de plus de mélanine, cette substance pigmentaire qui nous protège des rayons du soleil. En étant plus près du soleil ou de toute masse de gaz brûlant, nous produirions plus de mélanine ou des types différents de mélanine afin de nous protéger. Nous pourrions devenir brun foncé, violet, gris ou même vert. Il faudra attendre quelques millions d'années pour le découvrir. Et sans gravité, les humains devraient s'habituer à avoir une densité osseuse plus faible, un peu comme les oiseaux. Cela signifie que nous serions probablement plus faibles que nos anciens ancêtres de la Terre et que nous aurions des comportements physiques un peu étranges. La gravité est essentielle pour notre équilibre et la mobilité est l'un des facteurs clés de la survie humaine. Donc sans gravité, nous aurions probablement des exosquelettes pour marcher et courir, ou même pour sortir les poubelles. Bon, rien de tel ne va se produire avant très longtemps. On est encore en train de réfléchir à la façon d'amener quelqu'un dans ce monde, ou hors de ce monde. Techniquement parlant, l'espace extra-atmosphérique est considéré comme étant à 100 km au-dessus du niveau de la mer de n'importe quel continent du monde. Au-delà, les possibilités sont infinies. C'est ton anniversaire et toute la famille est là pour le fêter. C'est un beau groupe de 562 personnes. Parfait. Il faut un village entier pour éteindre 1000 bougies. Tu as cuisiné un gâteau de 40 couches et construit cette maison toi-même. Avec la nouvelle espérance de vie moyenne, tu as assez de temps pour maîtriser n'importe quel passe-temps dans le monde. Il ne s'agit pas d'une intrigue de science-fiction. Il existe aujourd'hui dans le monde une personne qui vivra jusqu'à l'âge de 1000 ans. Il peut s'agir de la petite fille de ton voisin, de ton meilleur ami ou même de toi. Grâce à une meilleure alimentation, à une plus grande disponibilité d'eau potable et aux énormes progrès de la science médicale, les gens vivent déjà beaucoup plus longtemps aujourd'hui qu'il y a 150 ans. De nos jours, les scientifiques tentent de trouver un moyen de ralentir, d'arrêter ou même d'inverser le processus de vieillissement. L'un des plus grands spécialistes du thème du vieillissement, Aubrey de Grey, est convaincu que l'homme peut le vaincre médicalement. Aubrey a une carrière réussie dans l'informatique. Puis, il est tombé amoureux de la biologie et a décidé de résoudre le problème du vieillissement. Il est donc retourné à Cambridge pour obtenir un doctorat en biologie et a ensuite investi la majeure partie de son héritage dans son projet. Presque tous les êtres vivants vieillissent, mais à des vitesses et selon des processus différents. Les palourdes peuvent vivre plus de 500 ans. Une éphémère femelle a un cycle de vie complet de moins de 5 minutes. Les scientifiques ont déjà réussi à prolonger la durée de vie de champignons, de vers, de drosophiles et de petits mammifères grâce à la manipulation génétique et à la thérapie par cellules souches. Tous les êtres vivants sont constitués des mêmes éléments chimiques. Des stratégies similaires pourraient donc fonctionner pour les humains. Le docteur de Grey explique que le vieillissement est le résultat d'un métabolisme défaillant. Il a découvert seulement 7 types de causes possibles de ce phénomène. Si les scientifiques peuvent apprendre à régler ces dommages moléculaires et cellulaires avant qu'ils ne deviennent trop dangereux, ils pourraient empêcher les gens de vieillir. Le docteur de Grey pense pouvoir résoudre ces problèmes chez les souris et arrêter leur vieillissement dans 10 ans grâce à la thérapie par cellules souches. Une fois que cela sera fait, il faudra encore 15 ans aux scientifiques pour trouver des solutions similaires pour les humains. Les cellules souches fournissent de nouvelles cellules à l'organisme au fur et à mesure de sa croissance. Elles peuvent remplacer des cellules et des tissus perdus ou endommagés que ton corps ne parviendrait pas à traiter naturellement. C'est possible car elles peuvent se diviser encore et encore. De plus, les cellules souches possèdent toutes les informations génétiques et peuvent se transformer en tout autre type de cellules. Les cellules souches adultes sont déjà utilisées pour traiter certaines affections. Il existe des technologies qui, en théorie, permettent de prendre et de déplacer des brins d'ADN et d'ajouter ou de supprimer de l'ADN. Ce serait aussi compliqué que de prendre 850 volumes de Shakespeare et de modifier une seule lettre. Modifier l'ADN à l'avenir pourrait aider à prévenir le vieillissement et à prolonger la vie. À chaque cycle de thérapie, le patient serait en meilleure santé avec des organes, des nerfs et des os plus jeunes.
Le docteur de Gray explique qu'il est peu probable que les humains d'aujourd'hui inventent une thérapie permettant de vivre jusqu'à 1000 ans. Mais les scientifiques peuvent donner aux humains 30 ans de plus. Cela signifierait du temps supplémentaire pour de nouvelles recherches. De nouvelles thérapies pourraient alors être inventées et donner aux humains 50 années supplémentaires. Ainsi, peu à peu, l'homme pourrait devancer le vieillissement et une personne qui vit aujourd'hui pourrait un jour fêter son 1000e anniversaire. Le record d'âge le plus élevé, officiellement confirmé pour les humains jusqu'à présent, est de 122 ans. Je ne sais pas. J'espère vraiment que mon plan de retraite durera aussi longtemps. Je ne veux pas travailler dans un fast-food quand j'aurai 375 ans. Bon, bref. L'évolution ne s'est jamais arrêtée. Certains scientifiques affirment qu'elle est allée, au cours des 10 000 dernières années, jusqu'à 100 fois plus vite qu'avant. La moyenne de la température corporelle a baissé à chaque décennie au cours des 200 dernières années. En 1868, 37 degrés Celsius étaient considérés comme normaux. Aujourd'hui, elle est d'environ 36,6 degrés. Cela s'est produit grâce aux progrès réalisés pour guérir certaines maladies infectieuses qui accéléraient le métabolisme et rendaient la température interne plus élevée. C'est aussi parce que les gens passent la plupart du temps à l'intérieur, dans un climat agréable et frais, et n'ont pas besoin de faire d'efforts pour maintenir une température corporelle neutre. Au cours des 150 dernières années, la taille moyenne d'un adulte a augmenté de 10 cm. Les humains sont également devenus 14% plus lourds en moyenne, certains plus lourds que d'autres. Cela a été possible grâce à une meilleure alimentation, une meilleure distribution de la nourriture, de meilleurs soins de santé et une meilleure hygiène. Les scientifiques sont persuadés que cette tendance va se poursuivre à l'avenir. Les personnes plus grandes et plus lourdes auront besoin de plus de calories, ce qui pourrait constituer un problème. Les gènes changent aussi constamment. Il y a plusieurs milliers d'années, les adultes ne pouvaient pas boire de lait parce qu'une enzyme était désactivée. Lorsque l'élevage du bétail est devenu populaire, de plus en plus de personnes ont obtenu les gènes qui contrôlent la tolérance au lactose. En Inde, un grand groupe de végétariens a développé une mutation dans un gène. Ce gène leur permet de traiter certains acides gras provenant de sources autres que la viande et de les convertir en nutriments importants pour la santé du cerveau. Les personnes ayant un régime à base de viande possèdent rarement ce gène. Les os deviennent plus faibles et moins denses. Ce processus a commencé il y a environ 12 000 ans, en même temps que l'agriculture. Les régimes alimentaires et l'activité physique ont changé à cette époque et ont rendu le squelette humain plus fragile. Cette tendance va probablement se poursuivre, car les gens bougent de moins en moins de nos jours. Certaines personnes qui vivent dans des bateaux-maisons en Afrique du Sud-Est ont développé une rate plus grande que leurs voisins. Cette adaptation leur permet de rester longtemps sous l'eau. Ils passent la plupart de leur vie à pêcher et à ramasser des coquillages. Dans 100 ans, les gens recevront régulièrement des améliorations physiques, même s'ils n'en ont pas besoin pour des raisons médicales. Certaines entreprises produisent déjà des exosquelettes mécaniques pour rendre les ouvriers d'usine plus productifs. Il existe également des exosquelettes pour les skieurs afin de les rendre plus rapides. Avec la technologie du futur, il y aura de plus en plus de prothèses robotisées. Elles imiteront ou remplaceront certains organes et permettront aux gens de vivre leurs rêves. Tu pourras escalader le mont Everest à 80 ans avec des organes bioniques contrôlés depuis ton smartphone. Ok. Tu auras de nouveaux sens. La technologie te permettra de ressentir l'activité sismique grâce à des capteurs sur tes pieds, d'entendre les ondes de couleur grâce à une antenne dans le crâne, de prédire le temps qu'il fera grâce à des appareils dans tes oreilles et d'avoir d'autres sens dont tu ne peux que rêver aujourd'hui. Les humains pourraient ainsi être plus proches de la nature que jamais, ou pas. Les humains vont externaliser une plus grande partie de leur capacité cognitive vers les appareils. La plupart des gens ne savent déjà plus lire les cartes car les dispositifs leur indiquent où aller. Il y aura des interfaces cerveau-machine et tu pourras transférer tes pensées en ligne et les analyser. Tu fais déjà quelque chose de similaire avec tes pas et tes calories grâce à des applications qui les suivent. De nouvelles applications te permettront de suivre l'attention que tu portes à un certain problème ou d'analyser en détail une dispute avec ton partenaire. Pas besoin de compétences en relations humaines, hein? Il est possible que les scientifiques trouvent un moyen d'augmenter le diamètre des neurones dans le cerveau. Cela te donnerait un temps de réaction incroyable, un véritable ralentissement de la vie quand tu en as besoin. Avec le génie génétique,
de plus en plus d'humains se ressembleront pour correspondre à l'idée générale d'attractivité. J'espère que non. Il y aura des lignes fortes, des nez droits, de beaux yeux brillants et tous les traits du visage qui correspondront au nombre d'or et à une parfaite symétrie gauche-droite. Les cerveaux continueront de croître et les fronts seront donc plus larges et peut-être de plus gros sourcils pour aller avec. Comme il est fort probable que les humains commencent à vivre sur d'autres planètes, nous devrions nous adapter à leurs conditions difficiles. Les poumons devront être modifiés pour recueillir plus d'oxygène dans les nouvelles atmosphères. Les tissus devraient également être modifiés pour filtrer les éléments dangereux. Plus les humains s'éloigneront du Soleil, plus celui-ci sera faible et plus les yeux et les pupilles devront s'agrandir. Cela leur permettrait d'absorber davantage de lumière solaire. Ils développeraient également de nouvelles caractéristiques telles que la vision en faible lumière et un clignement latéral pour aider à protéger les yeux des rayons cosmiques. Dans 1000 ans, les ordinateurs deviendront de plus en plus humains. Pour les concurrencer, les humains devront s'intégrer davantage aux robots. De minuscules nanorobots nageront autour de ton corps pour stimuler toutes tes capacités naturelles. Les humains seront capables d'enregistrer des sons et auront des téléphones intégrés dans leurs oreilles ainsi qu'une super ouïe. Ils auront aussi une super vue et une super santé en général. Eh bien, ça a l'air super. La fusion de l'esprit humain et des ordinateurs donnera à chacun un super cerveau. Tu seras capable de faire des équations très complexes en un clin d'œil, de faire des recherches sur le web et de trouver n'importe quel fait dans ta tête. Tu n'auras plus besoin de taper des messages. Tu communiqueras avec les autres par des signaux électriques et une transmission directe de pensée. C'est bien, mais comment cela va-t-il améliorer mon jeu de golf ? Les humains seront une espèce interplanétaire. Mars sera très probablement leur nouveau lieu de résidence. Les nouveaux humains nés sur Mars seront plus grands que n'importe qui sur Terre. La gravité de la Terre est 3 fois plus forte que celle de Mars. Sur place, le fluide entre les vertèbres s'étendrait, ce qui rendrait les épines dorsales plus longues. Les humains deviendront très probablement immortels. Pour que cela soit possible, les scientifiques devront trouver un moyen de transférer la conscience dans une machine. Ils essaient déjà de transférer la conscience entre des animaux. Je ne peux pas parler pour toi, mais pour moi, c'est un peu un cauchemar. Ils peuvent garder leur nanorobot, je vais rester assis ici à regarder les nuages passer et à profiter du soleil. Comme on dit, ce ne sont pas les années de votre vie qui comptent, c'est la vie dans vos années. Je n'ai pas inventé ça. Environ 8 millions d'habitants de la planète Terre ont appris la terrible nouvelle en même temps. Certains l'ont su par la télé, d'autres en regardant leur téléphone ou pendant qu'ils écoutaient de la musique. Certains l'ont appris en rêve. Une voix a annoncé ce discours dans toutes les langues pour que tout le monde comprenne. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Commençons par la mauvaise. Vous êtes tous des personnages d'une vidéo YouTube dans laquelle votre planète fait face à la cassure de la Lune en 2 morceaux. Pour les spectateurs, il s'agit d'un scénario, mais pour vous, c'est la réalité. La bonne nouvelle, c'est que... il n'y a pas de bonne nouvelle. Mais ne vous inquiétez pas, l'apocalypse n'est pas prévu. Ou juste un peu. Bonne journée. Au départ, toute la population panique. Quelques jours plus tard, le calme revient peu à peu. C'était peut-être une hallucination collective et en fait, la Lune va très bien. C'est alors que les chercheurs repèrent le danger. Une énorme météorite s'approche de nous depuis le fin fond de l'espace. Cette météorite est super rapide et presque plate. Par chance, elle va passer juste à côté de la Terre. Mais la Lune n'aura pas cette chance. La météorite va bien la frapper en plein milieu. Voilà, la météorite a divisé la Lune en 2, elle est passée à côté de notre planète et elle repart dans l'espace. Les gens ne peuvent pas détourner leur regard du ciel. La Lune est parfaitement coupée en 2. C'était rapide et indolore. Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Est-ce que la Terre va survivre ? Notre satellite est divisé en 2 parties égales, mais heureusement, elle reste collée. L'importante gravité de la Lune agit comme un aimant. Les chercheurs sont convaincus que les 2 morceaux se recolleront dans quelques millions d'années, et que la Lune redeviendra exactement comme elle était. Mais le plus cool, c'est que personne ne remarque aucune différence. La voix s'est trompée. Mais voilà qu'un autre problème surgit. Une énorme météorite en forme de chaussure arrive vers nous.
Elle entre dans le système solaire et s'approche rapidement de la Terre. La botte spatiale heurte une moitié de lune et poursuit sa trajectoire. Maintenant, il ne reste vraiment qu'une demi-lune dans le ciel. La première moitié est là où elle a toujours été. La seconde moitié se dirige vers la Terre. Une pluie de météores s'abat sur Terre à cause des fragments de lune. Mais tout compte fait, tout va bien. La plupart de ces cailloux brûlent dans l'atmosphère. La quasi-totalité de la demi-lune dégommée se fragmente et entre en orbite. Un anneau de roche se forme et maintenant, la Terre est comme Saturne. Ces fragments de lune détruisent plusieurs de nos satellites artificiels. Les communications et Internet s'interrompent régulièrement. Il faut environ 2 ans pour rétablir les connexions. La Station spatiale internationale n'existe plus. Heureusement, tous les astronautes ont réussi à revenir sur Terre avant le grand patatras. Les fragments de lune volent autour de la planète et il n'y a plus que la moitié de la lune dans le ciel. La vie ne change pas trop les jours qui suivent, mais les gens qui vivent au bord de la mer et des océans, eux, voient la différence. La lune influençait les marées. Elle tournait autour de la Terre et les océans prenaient alors une forme ovale. La marée était haute là où la lune était plus proche, tandis qu'elle était basse du côté opposé. Mais maintenant, tout a changé. Une demi-lune n'influe pas sur la même quantité d'eau. Oui, la Lune ne pèse plus que la moitié de son poids et elle s'est approchée de la Terre, mais sa force gravitationnelle a aussi diminué. Les oiseaux marins, de nombreuses espèces de poissons, les tortues et autres animaux marins pourraient ne pas survivre dans ces conditions. Leur instinct naturel, fortement guidé par la Lune, leur permettrait de déterminer leur cycle de vie. Par exemple, les bébés tortues attendaient la marée haute du matin pour courir dans l'eau. Désormais, l'eau est trop basse, ils n'arrivent pas à se cacher dans l'océan et les mouettes les mangent. Les crabes ne pondent plus d'œufs car la marée haute apparaît plus tôt que prévu. Les loups perdent la tête. Ils hurlent toutes les nuits. La faune ne comprend plus ce qui se passe. Le corps humain aussi doit faire face à quelques conséquences. Beaucoup de gens ont des problèmes de tension artérielle et de maux de tête. Cette demi-lune modifie tout l'écosystème de la planète. Il faudra plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'années. Quelques semaines plus tard, les gens remarquent que les journées sont de plus en plus courtes. La Lune a toujours ralenti la rotation de la Terre, de sorte que les journées duraient 24 heures. La Terre tourne plus vite maintenant. Le jour et la nuit se suivent plus rapidement que d'habitude. La vitesse de rotation de la Terre a augmenté et les journées ne durent plus que 15 heures. Les gens souffrent d'insomnie ou dorment trop. Il faut du temps pour que le corps s'habitue. Les horaires de travail changent partout dans le monde. Avant, on arrivait au bureau à 9 heures et on partait à 6 heures. Maintenant, les gens arrivent à 7 heures et partent à 2 heures. Il y a moins de temps pour dormir et tout le monde souffre de cette situation. Le progrès ralentit à cause des journées de travail très brèves. Les technologies du futur ont pris 20 à 30 ans de retard. La rémunération horaire n'a pas changé. Les salariés sont moins payés puisqu'ils travaillent moins d'heures. La Lune, quand elle était entière, régulait la météo et le climat sur Terre. Regarde Mars. Elle a 2 petites lunes. Elles lui tournent autour rapidement et la font balancer sur son axe. Le résultat ? Du vent, des tempêtes de sable et des orages au quotidien sur la planète rouge. Cette demi-lune modifie la rotation stable de la Terre. Les températures changent partout dans le monde. Il fait plus chaud dans les endroits chauds et les tempêtes de neige font rage dans les régions froides. Il n'y a plus que de brèves averses très intenses. Il ne fait plus jamais beau. Un petit vent peut se transformer en tornade et les vagues deviennent des tsunamis. Les saisons changent plus vite, les hivers sont plus froids et les étés plus chauds. Le changement de rotation de la planète affecte son champ magnétique. Toutes les boussoles et les systèmes de navigation sont hors service. Il faut réapprendre à s'orienter. Les oiseaux ne vont plus vers la chaleur en hiver, car ils ne savent pas où aller. Leur boussole interne est cassée. Plusieurs centaines d'années sont passées. Les gens se sont totalement habitués aux nouvelles conditions terrestres. De nouvelles espèces d'animaux sont apparues. Les oiseaux ont repris à se repérer grâce à la demi-lune. L'économie de la planète a été restaurée. Les salaires ont été augmentés, les gens se sont habitués à dormir 5 à 6 heures par jour et à travailler 4 à 5 heures.
La réduction du volume horaire des journées a aussi eu des conséquences sur l'industrie des médias. Les films ne durent plus qu'1 heure. Les épisodes de série, 30 minutes. La vie est plus rapide. Une personne vit en moyenne jusqu'à 96 ans. Le temps passe à la même vitesse, c'est la façon dont on le compte qui a changé. Plusieurs millénaires sont passés, les gens sont différents. Ils ont de grands yeux qui absorbent plus de lumière. La demi-lune ne brille pas autant que la lune entière et les nuits sont donc plus noires. L'homme a eu besoin de quelques milliards d'années pour s'habituer à l'obscurité constante. Pour pouvoir mieux se déplacer dans ces conditions, les animaux aussi sont devenus plus grands et sensibles. L'orbite de la Terre a été débarrassée des météores. Il existe plusieurs stations spatiales qui tournent au... Vénus a des températures exceptionnellement élevées, assez chaudes pour faire fondre le plomb. C'est la planète la plus chaude de notre système solaire, avec une atmosphère à haute pression et des vents super puissants. Les vents y sont 50 fois plus rapides que la rotation de la planète. Ils se renforcent avec le temps et les scientifiques ne savent pas pourquoi. Mais ils ont trouvé quelque chose d'intéressant dans les nuages de la planète. Un signe potentiel de matière biologique en décomposition. Pourrait-il y avoir de la vie alors? Pas tout à fait, car Vénus a une atmosphère sèche et venteuse et n'a pas assez d'eau pour que la vie s'y épanouisse. Les anneaux autour des planètes sont plus courants qu'on ne le pensait. Les anneaux de Saturne sont les plus célèbres et les plus spectaculaires. Ils sont particulièrement constitués de glaces d'eau réfléchissantes et étincelantes, et on ne peut rien voir de tel dans le reste de notre système solaire. Jupiter, Uranus et Neptune ont aussi des systèmes d'anneaux. Et ceux-ci sont très probablement composés de poussière et de particules rocheuses. Les astronomes ont découvert que des anneaux entouraient aussi un astéroïde. Et en parlant d'anneaux, pourquoi penses-tu que la Terre n'en a pas? Les 4 géantes gazeuses ont des anneaux, alors que les 4 planètes telluriques n'en ont pas. 2 théories expliquent comment les anneaux se forment. Ils pourraient être des restes de l'époque où les planètes se formaient, ou bien ils pourraient être les débris d'un impact qui a détruit une lune inconnue, ou encore, c'est la gravité qui s'est chargée d'arracher cette lune à sa planète mère. On ne sait pas vraiment pourquoi seules les planètes gazeuses ont des anneaux. Ces dernières se sont formées dans la zone extérieure de notre système solaire, alors que les planètes telluriques uniquement dans ces cercles intérieurs. Cela pourrait être un bon indice. Peut-être que ces planètes telluriques intérieures étaient simplement mieux protégées des impacts forts qui auraient pu former des anneaux. De plus, il y a plus de lunes dans le système solaire externe, et il y a aussi plus d'anneaux. Un autre facteur pourrait être le volume plus important des planètes gazeuses qui permettrait à un système d'anneaux d'y rester stable. Certaines théories affirment même que la Terre avait autrefois un système d'anneaux. Il y a très longtemps, notre planète est entrée en collision avec un objet de la taille de Mars, ce qui a très probablement donné naissance à un anneau dense de particules et de débris. Mais notre histoire est un peu différente de celle des planètes extérieures, et ces anneaux se sont probablement combinés pour former la Lune. Connaît-on la forme de l'univers? Einstein a mis au point la théorie de la relativité générale. Elle stipulait que l'univers pouvait avoir l'une de ces 3 formes, fermé comme une sphère, ouvert comme une selle ou plat comme une feuille de papier. Sa forme détermine s'il est infini ou non, et s'il va s'étendre pour toujours ou peut-être s'effondrer à un moment donné. La forme de l'univers dépend de sa densité et de son taux d'expansion. L'une des meilleures façons de déterminer sa forme est d'utiliser ce que l'on appelle le fond diffus cosmologique. C'est la rémanence, autrement dit ce qu'il reste du Big Bang. Les ondes sonores qui se déplaçaient dans l'univers à ses débuts ont produit des variations spatiales assez faibles dans la température de sa faible lumière. Les résultats des études ont montré que l'univers se dilatait probablement dans toutes les directions, ce qui signifie qu'il est plat. Comment se fait-il que notre Soleil soit chaud alors que la Lune est froide? Le Soleil dégage de la chaleur car son noyau est extrêmement chaud. À l'intérieur, la pression est très élevée et l'hydrogène se transforme en hélium. C'est ainsi que le Soleil crée de la lumière et de la chaleur. La lumière et la chaleur solaire sont suffisantes pour éclairer nos journées sur Terre et pour entretenir la vie, même si le Soleil est à environ 150 millions de kilomètres de nous. La Lune n'est pas chaude car elle n'a pas d'atmosphère et ne peut donc pas absorber la lumière du Soleil comme le fait notre planète. Sa surface devient très chaude pendant la journée, environ 100 degrés Celsius, mais comme il n'y a pas d'atmosphère, la température baisse drastiquement pendant la nuit jusqu'à moins 173 degrés Celsius.
Le Soleil est chaud, cela ne fait aucun doute, mais l'espace qui l'entoure est très froid. La chaleur est l'énergie que les objets stockent en eux. La température est la façon dont nous mesurons si quelque chose est chaud ou froid. Lorsque de la chaleur est transférée à certains objets, leur température augmente. Si on l'enlève, la température baisse. La chaleur peut être transférée de 3 façons différentes, par convection, par conduction et par rayonnement. La convection fonctionne dans les gaz et les liquides, tandis que la conduction concerne les solides. La température n'affecte que la matière. Or, l'espace n'a pas assez de particules, c'est presque un vide complet, ce qui signifie que le transfert de chaleur n'y est pas efficace. La seule façon de le faire est par rayonnement. Lorsque la chaleur provenant du Soleil tombe sur un objet sous forme de rayonnement, les atomes qui composent cet objet absorbent de l'énergie. Cette énergie déplace les atomes et leur fait produire de la chaleur tout au long de ce processus. Dans l'espace, la température des objets reste la même pendant longtemps. Les objets froids restent froids et les objets chauds restent chauds. Si tu places un objet en dehors de l'atmosphère terrestre et que tu l'exposes à la lumière directe du Soleil, le Soleil le chauffera à environ 120 degrés Celsius. Les objets dans l'espace qui entourent notre planète et ne reçoivent pas directement la lumière du Soleil ont une température de 10 degrés Celsius. La température est telle parce que des molécules s'échappent de notre atmosphère et sont réchauffées par le Soleil. On a longtemps pensé que l'eau était très rare dans l'espace. Aujourd'hui, on sait qu'il y a de la glace d'eau dans tout notre système solaire. Pour commencer, tu peux généralement trouver de l'eau sur les astéroïdes et les comètes. Il y en a aussi dans les cratères de Mercure et de la Lune qui sont dans l'ombre en permanence. Sur Mars, tu pourrais trouver de la glace à ses pôles, sous la poussière de surface et dans le givre. Ce n'est peut-être pas suffisant pour faire vivre des colonies humaines, mais c'est quand même un début. Certains autres corps de notre système solaire contiennent aussi de la glace, comme la planète naine Cérès et l'une des lunes de Saturne. Europe, l'une des lunes de Jupiter, est l'une des candidates les plus sérieuses dont nous suspectons qu'elle pourrait potentiellement abriter de la vie. Elle possède probablement un océan entier sous sa surface, gelé et craquelé. Elle pourrait contenir 2 fois plus d'eau que tous les océans de notre planète réunis. Titan, la plus grande des lunes de Saturne, a aussi un cycle liquide, mais ce n'est pas de l'eau. Son cycle déplace des matériaux entre la surface et l'atmosphère. À première vue, cela ressemble au cycle de l'eau que nous avons sur Terre. Mais les immenses lacs de Titan sont remplis d'éthane et de méthane. Il y a toutefois des chances qu'ils se trouvent au-dessus d'une couche d'eau. Neptune est environ 30 fois plus éloignée du Soleil que nous. Bien sûr, elle reçoit beaucoup moins de lumière et de chaleur que la Terre. Mais elle émet aussi beaucoup plus de chaleur qu'elle n'en reçoit. Il se passe plus de choses dans son atmosphère, surtout si tu la compares à sa voisine Uranus. Uranus est plus proche du Soleil, mais elle émet pourtant la même quantité de chaleur que Neptune. Les vents sur Neptune sont d'une puissance folle. Ils soufflent à 2400 km/h. Personne ne sait encore pourquoi. Cela pourrait être une contraction gravitationnelle, de l'énergie provenant de son noyau ou encore du Soleil. Peux-tu imaginer de la glace chaude? Il en existe à seulement 33 années-lumière de nous sur une exoplanète. Cette planète est composée de différents éléments aqueux qui forment de la glace brûlante. La glace qui s'y trouve est solide à cause de la pression, mais les températures de surface sont extrêmes et vont jusqu'à 300 degrés Celsius. C'est ainsi que l'eau reste très chaude et se dégage sous forme de vapeur. Imagine mettre de la glace dans ton café pour le réchauffer. Quand tu regardes les étoiles, c'est presque comme si tu regardais dans le passé. Les étoiles sont très éloignées et leur lumière met beaucoup de temps à atteindre notre planète. Il est donc possible que certaines d'entre elles soient déjà à court de carburant et ne soient plus vivantes. Les piliers de la création en sont un bon exemple. Ils font partie d'une région située à 7000 années-lumière de nous, appelée la nébuleuse de l'Aigle. Ce sont des nuages de gaz et de poussière en forme de piliers. Les scientifiques les ont découverts pour la première fois en 1995. Mais en réalité, une explosion de supernova a détruit ces piliers il y a au moins 6000 ans. L'image de 1995 montre donc ces piliers d'il y a 7000 ans. Mars possède le plus grand volcan du système solaire que nous connaissions à ce jour. Il est plus grand que tout l'archipel d'Hawaï et 100 fois plus grand que le plus grand volcan de la Terre. La planète rouge semble calme, mais il fut un temps où de grands volcans dominaient sa surface. Si les volcans de la planète rouge peuvent devenir si grands, c'est probablement parce que la gravité y est beaucoup plus faible que sur Terre.
De plus, la croûte de notre planète bouge tout le temps, alors que la croûte martienne reste probablement immobile.